Aujourd'hui au GHU, on vous emmène en urgence pour voir le projet Asphalte. C'est parti. Remplax, l'application du remplacement médical. American Express accompagne les professionnels de l'imagerie médicale. Le projet Asphalte, ce n'est pas qu'un projet, c'est aussi une étude randomisée derrière. Oui, tout à fait. Donc le projet Asphalte, en plus d'être l'ambulance que vous avez vue, c'est une étude dont l'objectif est d'évaluer l'efficacité de la prise en charge en utilisant une unitaire neurovasculaire mobile et savoir si cette prise en charge a un bénéfice individuel au niveau du patient et également au niveau de la société, savoir si ça apporte un bénéfice en termes de rapport utilité-coût. Comment ça se passe? C'est tous les patients inclus dans l'étude bénéficient de l'imagerie directement dans l'ambulance ou justement il y a un bras de contrôle? Comment ça se passe? Tout à fait, donc c'est une étude randomisée, c'est même la première étude randomisée sur le sujet. Et le principe est, au moment où le SAMU va être appelé pour une suspicion d'AVC, si certains critères sont remplis, eh bien, il va y avoir une randomisation, soit dans un bras avec l'unité neurovasculaire mobile, soit un bras avec un bras contrôle, donc c'est-à-dire de soins courants, hein, qui se rapporte à ce qu'on fait dans la pratique courante actuelle. Dans un protocole comme ça, le but c'est vraiment de gagner du temps, chaque seconde compte, et pour ça, tout le monde sait ce qu'il a à faire. Oui, c'est exact. En fait, il y a 3 personnes dans cette ambulance. On a le manip radio, qui s'occupe de la perfusion, de préparer la perfusion avant que le patient arrive dans l'ambulance. Ensuite, on a la neurologue qui va directement en contact du patient dans le camion des pompiers et l'ambulancier qui déploie les vérins, dans un premier temps pour stabiliser, l'ambulance. Ensuite, l'ambulancier s'occupe de préparer le brancard pour accueillir, le patient dans son ambulance. Et ensuite, il commence à remplir la feuille d'intervention, pour avoir les premières constantes, l'identité du patient. Donc à gauche, on trouve surtout le médecin. C'est la place du médecin puisqu'il est à côté des pouces-seringues, il est à côté des médicaments. À la tête, pendant la phase d'installation, on va trouver l'ambulancier ou l'ambulancière qui va scoper le patient. Et nous, Manip, on va se retrouver plutôt à droite. Pourquoi? Parce que c'est là où on peut gérer notre injecteur, on peut gérer le statif du scanner, on a tous nos consommables pour perfuser le patient. Et puis, on a surtout une vue directe sur les constantes et on est près de l'interphone puisque après, une fois qu'on amène le patient à l'hôpital, on reste seul, nous, Manip, à côté du patient. Donc, il faut qu'on ait un lien quand même avec le médecin. Donc chaque chose à sa place parce que c'est une très petite ambulance pour un dispositif comme ça. Pourquoi avoir fait ce choix d'une petite ambulance? Pour le gabarit, on a suivi les Allemands qui avaient déjà expérimenté ce type de véhicule. Donc, un véhicule plutôt compact hein, pour des rues parisiennes qui sont parfois étroites. On n'a pas pu suivre les Américains sur ce coup-là avec leurs gros camions avec des vrais scanners corps entier. Ouais, on n'a pas les mêmes routes, on n'a pas les mêmes rues. On n'a pas les mêmes routes et les mêmes rues, tout à fait. Donc cette contrainte de gabarit, après, nous a forcément influencé sur le choix du matériel à l'intérieur, notamment le scanner, hein, qui dit petit gabarit, dit petit scanner. Alors justement, le petit scanner, on va y venir. Là, c'est le patient est immobile, c'est le scanner qui vient au patient. Tout à fait. Ça amène un autre niveau de contrainte. Oui, alors c'est un scanner qui se déplace sur des rails, comme on peut voir. Donc ça, forcément, ça implique que déjà, on a dû créer un châssis tout autour de ce scanner pour pouvoir arrimer le scanner à la structure pendant les phases de roulage, pour pas qu'il se balade. Et ensuite, il a fallu aussi qu'on pense à un système de vérin hydraulique qu'on voit en dessous du camion pour vraiment assurer une parfaite horizontalité du système. Sinon, le scanner ne peut pas faire son taf et faire une belle hélice pendant l'acquisition. Donc ça a été vraiment les 2 contraintes liées au scanner. Le châssis, vous en avez parlé brièvement, il y a eu aussi tout un travail sur la radioprotection pour vous et pour l'extérieur. Oui, bien sûr, il a fallu qu'on déjà fasse sauter plein de verrous réglementaires parce que un générateur de rayon X qui se balade dans Paris, ça n'a pas été... Voilà, ça peut faire peur. Mais tout a été bien conçu. On a pu plomber toute une partie du véhicule qui permet d'avoir vraiment 0 dose au niveau de la cabine conducteur. Donc c'est là où on se trouve pendant l'acquisition avec le médecin. Et tout autour de la cabine sanitaire, on a une zone surveillée de 2 mètres, ce qui est relativement peu. Donc on s'assure de ça à chaque acquisition, qu'elle soit bien respectée, quitte à la matérialiser avec du rubalise pendant les scanners sur place.
Ouais, je vois les dosimètres un peu Il partout. y a des dosimètres, il y a un relevé qui est fait de manière régulière. On a 4 dosimètres à l'intérieur de la cabine sanitaire et un au niveau de la cabine conducteur. Et on a le suivi grâce à notre PCR. Donc l'étude a commencé il y a maintenant 1 an et demi et depuis on a inclus une centaine de patients donc qui ont été donc une centaine de patients dans le bras à unité neurovasculaire mobile, c'est-à-dire probablement le double dans l'ensemble de l'étude. C'est quand même des protocoles d'urgence, donc vous avez les sirènes à l'aller et au retour? J'ai les sirènes à l'aller, oui, et je suis prioritaire parce que j'ai un numéro de SAMU. Ensuite, une fois qu'on a déposé notre patient, on n'est plus en urgence, donc on n'a plus le droit d'avoir les gyrophares et les sirènes. Une fois qu'on a laissé le patient au niveau du scanner en cellule sanitaire, on va passer en cabine conducteur avec le médecin pour réaliser donc le scanner en lui-même. Donc on a cet ordinateur qui nous permet d'avoir comme une console déportée. On enregistre l'identité de notre patient et on lance notre protocole. Donc ça commence toujours par le Scout View pour avoir notre image de repérage, placer nos coupes. On fera un scanner sans injection de produit de contraste pour éliminer tout ce qui est hématome. Et ensuite, on fera l'angioscan avec l'injection du produit de contraste pour voir s'il n'y a pas une artère qui serait bouchée, la vessie ischémique. Donc, on a cet ordinateur-là. On a un écran en haut ici qui nous permet de gérer l'injecteur de produit de contraste. Ici, un retour visuel de notre patient. On voit notre patient en permanence pendant l'examen. Et cet écran-là est un retour du système Corpulse pour voir les constantes du patient. Donc, rythme cardiaque, SAT et tension. Le médecin est à côté de nous, on fait les images et tout de suite après, on va les envoyer rapidement sur le PACS pour que le radiologue puisse interpréter au plus vite l'examen. Donc pendant ce temps-là, nous après, on retourne en cabine sanitaire, on s'occupe de notre patient, pendant que le médecin, lui, voit avec le radiologue s'il y a AVC ischémique ou non, et passer le coup de fil pour savoir dans quelle est la structure la plus adaptée pour que le patient arrive au bon endroit le plus vite possible. Voilà. Toujours dans l'esprit de gagner du temps. Asphalt, c'est un projet, mais c'est aussi une étude et il y a un rapport économique aussi qui est dedans. Ah oui, ça c'est primordial dans l'étude. En fait, le but, c'est vraiment de réduire au maximum le temps de prise en charge pour espérer réduire le risque de handicap pour le patient. Donc c'est un investissement qui est coûteux, certes, mais qui va engendrer beaucoup d'économies, ne serait-ce que sur l'hospitalisation, la rééducation. Et le but de l'étude, c'est de faire les comptes à la fin et de prouver que l'investissement mérite tout cela. Le but de cette étude, c'est quoi? C'est de vérifier la faisabilité d'un déploiement au niveau local ou au niveau national. C'est de mesurer les coûts. C'est quoi le... Alors la faisabilité, on la connaît, puisqu'il y a déjà des études qui ont été réalisées, notamment en Allemagne, qui ont montré que l'unité neurovasculaire mobile était possible, qu'elle apportait un gain pour le patient. Donc là, l'intérêt de cette étude, c'est de confirmer en utilisant une méthode robuste avec randomisation, ce qui n'était pas le cas dans les précédentes études, de confirmer l'utilité de cette unité neurovasculaire mobile. Et également de réussir à montrer que cela va améliorer le coût global pour la société en diminuant le handicap à long terme et en réduisant donc les coûts de manière globale. Donc c'est une étude médico-économique. Surtout que là, ce que ça a coûté, dedans, il y a toute la R&D qu'il a fallu pour faire l'ambulance, pour le projet. Donc, ce n'est pas le prix du produit final si c'est développé au niveau national. Oui, voilà, il y a eu un gros investissement initial pour développer cette ambulance. Maintenant, il y a un savoir-faire. Donc, on espère que les conclusions de l'étude feront ensuite des petits bébés et qu'on puisse développer ce concept partout en France. Le but à terme, c'est pas forcément de le déployer dans Paris, c'est plus de le déployer dans des lieux où il n'y a pas vraiment de centre expert. Oui, donc l'étude telle qu'elle a été conçue était initialement centrée sur Paris. Donc c'est le professeur Turc qui a démarré cette étude en commençant par des centres parisiens parce qu'il y a une densité plus forte, donc c'est plus facile à mettre en place. C'est en train d'être étendu à la couronne, donc c'est-à-dire à l'Île-de-France proche de Paris. Et bien sûr, à terme, on imagine que le bénéfice pourrait être éventuellement plus important pour des zones où l'accès à l'imagerie est plus difficile, donc des endroits où l'accès est plus difficile, des régions un peu reculées ou des régions où les hôpitaux sont très espacés les uns des autres, par exemple. Quand vous n'êtes pas en intervention, l'ambulance reste au parking, mais comment ça se passe pour le scanner, puisqu'il doit rester allumé?
Alors ça, il reste allumé et en fait, on branche le camion avec 2 grosses prises Maréchal qui alimentent vraiment les batteries pour que le scanner soit en permanence opérationnel. Et sinon, quand vous êtes en intervention, c'est le moteur qui C'est le l'alimente? moteur tournant qui permet d'alimenter le scanner. Le bras unité neurovasculaire mobile, ça demande toute une préparation en amont avec l'ambulance, les checklists faits pour, etc. Est-ce que ça change le workflow une fois arrivé à Sainte-Anne ou pas? Alors, pour essayer de maintenir une équité entre les 2 groupes, on essaye au maximum de faire en sorte que la prise en charge soit identique à Sainte-Anne. Alors, il y a une différence cependant, hein, c'est que dans l'unité neurovasculaire mobile, on fait le scanner et l'angioscanner. Si le scanner et l'angioscanner montrent une occlusion vasculaire proximale, plutôt que de faire venir le patient en IRM, par exemple, pour son IRM initial, il va aller directement sur la table de thrombectomie, dans l'idée de réduire au maximum le délai entre l'AVC et la prise en charge thérapeutique, donc de réduire ce temps et donc d'améliorer finalement son pronostic. Donc, on va utiliser finalement les résultats de ce scanner pour que le patient aille directement à l'endroit où il va avoir le traitement idéal. Remplax, l'application du remplacement médical. American Express accompagne les professionnels de l'imagerie médicale.